Bonjour et bienvenue à la poursuite de notre livre « La construction du personnage » de Stanislavski. Nous en sommes maintenant au chapitre 10, qui s'intitule « La perspective dans la construction du personnage ». Donc, notre élève explique à son professeur que combien il était désespéré, qu'il s'apercevait finalement que l'inspiration était remplacée par des calculs techniques théâtrales. Alors le prof lui répond que oui, c'est vrai que ça intervient, qu'une moitié de l'âme de l'acteur est absorbée par son super objectif, par la ligne d'action, par le sous-texte, par les images intérieures, mais toutes ces choses, ça concourt à construire l'état de création active. Mais l'autre moitié continue à fonctionner en s'appuyant sur la psychotechnique selon les méthodes que je vous ai enseignées. Donc, il y a une partie qui est le personnage, puis il y a une partie qui est l'acteur, qui sait où il s'en va, qui sait par où il veut y aller, qui sait les techniques pour s'y rendre, etc. Il y a d'ailleurs un livre qui s'intitule « Le paradoxe du comédien » de Diderot. Je vais l'analyser plus tard et on pourra en parler avec plus de précision. Mais le professeur explique, lorsqu'un acteur joue, il est divisé en deux. L'acteur vit, pleure, rit sur la scène, mais en même temps qu'il pleure ou qu'il rit, il observe ses propres larmes et sa propre joie. Cette double existence, cet équilibre entre la vie et l'interprétation dramatique, c'est ce qui conditionne l'œuvre d'art. Donc, moi, j'allais expérimenter plusieurs fois en jouant et plus spécifiquement, quand je jouais une pièce de théâtre qui s'appelait « Chère Mademoiselle Helena ». C'était une pièce russe d'ailleurs, traduite en français bien sûr. Et à la fin, je me faisais attaquer. Pour éventuellement, la personne qui m'attaquait voulait éventuellement me violer. Donc, je me faisais bardasser, je me faisais arracher des morceaux de vêtements. C'était une chorégraphie très technique et très tendue. Et puis, je pleurais, je criais, j'avais des larmes qui coulaient, je criais au secours à mon compagnon dans la pièce qui ne venait pas me sauver. Mais en même temps, je me regardais jouer ça. Et je me disais, c'est le fun, tu le fais bien. J'avais du plaisir à le faire et je savais jusqu'où il fallait que je me rende parce que ça, c'était l'actrice, mais pas mon personnage. Mon personnage, je ne savais pas. Alors, le personnage, on pourrait dire qu'il est investi et que le moi est détaché. Un peu comme l'exemple dont je vous ai parlé de mon amie comédienne à l'université qui n'était pas détachée de son personnage. Parce que sinon, on ne passerait pas au travers. Là. Je veux dire, en 2 heures, en 3 heures, on peut vivre une vie au complet, des morts, des déchéances, des crimes. Je veux dire, oui, il faut être investi dans le personnage, mais je veux dire, le comédien, s'il vit tout ça sans un détachement possible, ne pourra pas continuer sa carrière de comédien. Il va être en choc post-traumatique après chaque représentation. Donc, c'est important d'avoir une forme de détachement. Alors, le professeur lui raconte qu'il est allé voir une pièce de théâtre et au début, il était vraiment intéressé par la pièce. Il trouvait la mise en scène intéressante, il trouvait la proposition des acteurs intéressante. Il était subjugué, il disait « Ah, j'ai hâte de voir le 2e acte, le 3e acte, le 4e acte, etc. » Il y avait 5 actes. Et puis là, il s'aperçoit qu'au second acte, qu'il ne faisait que répéter ce qui s'était passé au premier. Alors, bien entendu, ça baissait, l'intérêt baissait pour le public. Et au 3e acte, c'était encore la même chose. Alors, l'intensité du jeu n'avait plus aucune efficacité car le public s'y était habitué. Alors, tout ça, il explique que la tension baisse, bien évidemment, et que là, rendu au 5e acte, il faisait juste se demander comment il pouvait quitter la salle sans être remarqué. Alors, on appelle ça une gradation descendante. Qu'est-ce que ça amène? Demande le professeur. Donc, notre élève, un peu timide, dit de la monotonie. Il dit, c'est ça, parce que c'était dépourvu de perspective. Perspective étant une vue d'ensemble, dans les détails. Alors, il dit, mettons-nous d'accord sur la signification du mot perspective. Il dit, c'est l'établissement d'un rapport harmonieux, soigneusement calculé, entre les diverses parties d'une pièce ou d'un rôle. Cela signifie qu'il ne peut exister aucun jeu, aucun mouvement, aucun geste, aucune pensée, aucun texte, aucun mot, aucun sentiment qui ne possède pas sa perspective propre. Alors, ils appellent ça, on doit savoir que c'est le super objectif. C'est que le personnage
doit se demander, bien le comédien, bien entendu, doit se demander qu'est-ce que mon personnage veut. C'est quoi son objectif ultime? Et avec cet objectif ultime-là, il passe par différents mini-objectifs. Alors, où on s'en va, comment je m'y rends, pourquoi je m'y rends, est-ce que je m'y rends, comment ça finit, comment je me sens à la fin. Donc, si le comédien ne sait pas ça, le personnage, lui, il ne sait pas. Il a juste un objectif en tête. Il ne sait pas comment ça va finir, comme dans la vie. On ne sait pas comment notre vie va se dérouler, comment elle va finir. Alors, il donne des détails ici sur la perspective, c'est un peu lourd. Alors, par exemple, il dit, lorsque nous lisons un livre à haute voix pour la première fois, la perspective nous manque. Les moments se succèdent, ne nous livrant pas à des actions immédiates, des mots, des phrases sans suite. Une telle lecture peut-elle être artistique? Bien sûr que non. On appelle ça une lecture à haute voix. Donc, il continue, le professeur, il dit « L'acteur qui joue un rôle sans l'avoir bien étudié et analysé à fond est dans la situation d'un lecteur déchiffrant un texte inconnu et obscur. » C'est dommage parce que moi, j'en connais des comédiens qui sont comme ça. Et je ne sais même pas s'ils ont lu le texte avant de lire en répétition. Puis, on sent que c'est vraiment la première lecture qu'ils font. Ça, c'est pas les comédiens qui en sont à leurs premiers épisodes. C'est des comédiens qui, parfois, ça fait plusieurs années qu'ils jouent le même rôle. Et puis, ils estiment que c'est plus nécessaire de se préparer. Et je connais même des acteurs qui arrivaient au plateau en sachant à moitié de leur texte et qui l'apprenaient pendant les mécaniques. Ça, c'est très frustrant pour les acteurs qui jouent avec ceux-ci parce qu'ils ne donnent rien en répétition, ils ne donnent rien en mécanique. Mécanique, ça veut dire qu'on n'enregistre pas, on le travaille. C'est comme la répétition intégrée dans le tournage. Alors, les acteurs de ce type n'ont qu'une perspective confuse de la pièce. Ils ne voient pas où ils doivent conduire le personnage qu'ils représentent. Donc, ça revient à ce que je disais, si la personne n'a pas lu le scénario au complet, elle n'a lu que ses scènes ou encore elle ne l'a pas lu du tout, bien, elle ne sait pas où le personnage s'en va. Pour illustrer ce fait, on peut constater que les acteurs qui jouent, par exemple, ils parlent du rôle de Luca dans Les bas-fonds de Gorky. Ils disent que certains acteurs lisent pas la fin de la pièce parce qu'eux, ils ne sont pas dans la fin de la pièce. C'est le début de la pièce conditionne la fin et la fin conditionne le début. Moi, je rajouterais ça. Il faut donc avoir l'œil toujours fixé sur le point culminant de la pièce de façon à y conduire tous les personnages ayant subi l'influence de Luca. Donc, il donne cet exemple-là par rapport à cette pièce-là. Donc, moi, pour que mes élèves connaissent la perspective de leur personnage, je leur demande de faire un tableau avec une courbe, la courbe des émotions. Je leur demande même de mettre des pourcentages dans les émotions et de nommer ces émotions-là et de les mettre avec pourcentage. Donc, en un regard, on regarde une feuille quadrillée, on peut voir l'évolution de notre personnage. Je demande de mettre les différentes émotions en différentes couleurs, etc. Alors, le professeur dit avec une précision mathématique, une continuité inflexible de point en point, il dessinait l'évolution des émotions dans l'ordre où elles devaient mûrir dans son âme. Donc, c'est exactement ce que je dis. Si on fait une courbe, on peut voir point par point où notre personnage s'en va. Donc, il dit « Répartissez toutes ces expériences dans la perspective du rôle en adoptant un ordre logique, systématique, en fonction de la psychologie si complexe du personnage. » Donc, encore là, on se revient toujours à la même chose. Il faut connaître la cible. Il faut savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut et comment après, il faut détailler comment on s'y rend. On appelle ça « jouer avec perspective ». Hein? C'est le résultat de ce genre de préparation. Au fur et à mesure qu'un rôle se développe, nous avons sous les yeux deux perspectives. L'une d'elles est reliée au personnage et l'autre est reliée à l'acteur. Donc, c'est la dichotomie, c'est le personnage et l'acteur. Mais c'est comme un peu une schizophrénie, là, ou un dédoublement de personnalité, plus je dirais. C'est que tu as deux personnalités en toi qui vivent en même temps, le personnage et l'acteur. Alors, on ne doit surtout pas l'oublier. Surtout en télé ou cinéma, parce qu'on tourne dans le désordre. Donc, si on n'est pas conscient de la perspective de notre personnage,
notre jeu peut être altéré à ce moment-là. Puis je me souviens, par exemple, sur le téléroman sur lequel je travaillais, Destinée, on tournait ça pendant 7 ans, on tournait d'abord les intérieurs, on tournait dans les studios. Donc, on pouvait tourner pendant 3 mois dans un studio. Après ça, on allait faire les extérieurs. Extérieurs, ça ne veut pas nécessairement dire toujours dehors, c'est les extérieurs du plateau. Donc, on peut tourner dans un restaurant, on peut tourner dans un blockbuster, peu importe. Et on avait une scène où, dans l'histoire, Pierre-Paul Alain, son père venait de le mettre dehors de chez eux. Après ça, dans l'histoire, il se rendait au restaurant, rencontrer son ami pour en discuter, pour voir comment il pouvait l'aider. Donc, ça, la chicane où son père l'a mis dehors, c'était il y a 3 mois. 3 mois plus tard, on tournait quand il marche dans la rue pour aller voir son ami. Bon, c'est normal, ça fait 3 mois. Alors, Pierre-Paul avait un peu oublié ce qui s'était passé avant. Donc, il marchait dans la rue, tout sourit, tout. Puis, il s'en allait voir son ami au restaurant qui était joué par Sandrine Poirier. Alors. Fait que là, il arrive là, il commence à y parler tout joyeux. Moi, j'étais là, Là, coupé, ça, c'était la mécanique. Je vais voir Pierre-Paul. Je dis, Pierre-Paul, tu sais, dans la scène précédente, dans l'histoire, tu viens de te faire mettre dehors. Là, tu t'en vas voir Roxane pour lui en parler. Donc, t'es complètement chamboulé, renversé, t'es pas tout joyeux de promener dans la rue. Il dit, ah, ben oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, c'est mon travail de faire les raccords émotifs. Bon, il faisait toujours, là. Il a toujours bien fait ça. C'est juste cette fois-là, il y avait un décalage de 3 mois. Donc, c'était un peu normal. Donc, tout ça pour dire que moi, j'avais la vue en général, j'avais la perspective, le recul. Tu sais, quand on dit, prends un peu de perspective, ça veut dire prendre un peu de recul pour voir la vue d'ensemble. Donc, on peut dire que c'est un peu ça, la perspective. Parce que le personnage que l'on joue ne sait pas ce qui l'attend, mais l'acteur utilise la perspective pour apprécier pleinement chaque moment et s'y consacrer intensément. Hein? Donc, on est comme l'analyste du personnage qu'on interprète, puis après ça, le petit personnage, lui, il ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver. Je dis petit, mais ça peut être un grand personnage. Alors, tout ça pour faire en sorte qu'il faut jauger l'évolution de son rôle. Hein? Pourquoi l'acteur a-t-il besoin de cette perspective? Pour pouvoir jauger et savoir comment ses émotions vont évoluer, l'émotion du personnage. Comme quelqu'un qui court un marathon, il dit, le professeur, ne dépensez jamais sur un sprint de courte durée. Ayez dans l'esprit la profondeur, la perspective, l'appel du but lointain. Donc, c'est peut-être un peu ça l'erreur par rapport à la pièce qu'il est allé voir. C'est que les gens avaient tout mis, les comédiens, la metteur en scène, ils avaient tout mis dans le premier acte. Alors après, ils ont stagné, si on peut dire. Il est dangereux de vous laisser aller, de donner toute votre mesure d'un coup. Donc, il revient encore à ça. Vous devez être économe et estimer à leur juste valeur vos forces physiques et vos moyens de transposer votre personnage en termes de chair et de sang. Ça, moi, j'aime ça en termes de chair et de sang. C'est un papier, là, c'est un auteur qui a écrit, comme disait mon fils quand il était en première année, des petites barres puis des petits guidis. Il parlait de l'écriture. Bien, c'est ça, là. Il faut le mettre en chair et en sang. Ça ne peut pas juste être intellectuel, ça ne peut pas juste être technique. Oui, les techniques vont nous aider, mais c'est d'abord et avant tout pour le rendre humain. Il faut transpirer. Je dis à mes comédiens, moi, as-tu chaud? Ton chandail est-tu mouillé? Non. Après une représentation ou après avoir tourné une scène? Non? Ah, bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de chair et de sang, là. Tu t'es pas donné, là. Hein? La perspective est le chemin qui court d'un bout à l'autre de la pièce. Bon, comme je disais tout à l'heure, tout arrive en fonction de ces deux notions, perspective et ligne d'action continue. Bon, ça, ligne d'action continue, j'en ai parlé un petit peu, mais quand on va voir la formation du comédien, du même auteur, on va en parler de façon plus intense et plus précise. Donc, continuons. Donc, on se retrouve avec le chapitre 11 dans quelques instants. Voilà, merci.